Une question pour essayer de faire le lien avec ce matin, là. Puis votre dernière diapo est intéressante. En fait, vous n'avez pas du tout parlé de risques liés aux pesticides, notamment dans l'alimentation. Donc, est-ce que c'est un angle mort? Est-ce qu'on manque de données? Et puis, résumer, on va dire, cette dernière diapo, effectivement, c'est occulté quand même. Il n'y a pas que des humains, on va dire, dans l'écosystème, mais c'est occulter les risques environnementaux par l'usage notamment des pesticides. Donc, c'est évident que les pesticides produisent des cancers chez ceux qui les fabriquent, les ouvriers, et chez ceux qui les épandent, les agriculteurs. Par contre, ce n'est pas du tout évident, quoi qu'on en dise, qu'il y ait le moindre excès de cancer chez ceux qui en mangent en résidus dans les aliments. La première preuve que j'en ai vue, donc moi je suivais ça attentivement, j'étais élu chez les Verts, hein, donc j'étais politiquement engagé chez les écolos, et tous mes copains disaient mais les pesticides ça donne le cancer, je disais bah, j'ai jamais vu une seule preuve, donnez-la moi. Il y en a une qui est sortie en 2018, donc c'était assez récent. Et donc c'est l'équipe de Serge Herzberg, hein, qui est à la fois INSERM, INRAE et Université Paris, je ne sais plus combien, 11, je pense. Voilà. Et donc sur les 7000 nutrinautes de Nutrinet Santé, une cohorte énorme, il y avait un questionnaire alimentaire où on disait mangez-vous bio, et ceux qui répondaient oui le plus souvent, donc c'est des quartiles, pas des quintiles, ils avaient un moindre risque de lymphome non-Hodgkinien et un moindre risque de cancer du sein, avec des risques relatifs, donc pour le lymphome non-Hodgkinien de 0,14, c'est extrêmement bas, ils avaient pratiquement 7 fois moins de risque de cancer parce qu'ils mangeaient bio, lymphome non-Hodgkinien, risque de cancer du sein 0,77, en fait, d'autres éléments font penser que ce n'est pas forcément significatif à ce niveau-là. Donc c'est une association statistique, ce n'est pas une preuve. Les gens qui répondent oui le plus souvent je mange bio, ils ont plein d'autres particularités healthy que ceux qui ne mangent pas bio. Cependant, le lymphome non-Hodgkinien est plus fréquent chez les agriculteurs, à peu près plus 10%, et il est plus fréquent aussi chez ceux qui produisent des pesticides dans les usines. Hein. Alors c'est un cancer mineur, et c'est un cancer, c'est assez intéressant, qui a eu un pic de fréquence. Donc là, pour vous le montrer, c'est un cancer qui est au milieu du tableau, en particulier à droite, là, donc c'est chez les femmes, à gauche c'est chez les hommes. On voit une petite montagne là, qui a un pic de fréquence dans les années 97, voilà. Et donc c'est gris. Enfin, j'ai montré, c'est bien ça. Donc voilà le lymphome non-Hodgkinien. Ce cancer qui serait lié à quelque chose qu'il n'y a pas dans l'alimentation bio. Voilà. Et là c'est chez l'homme. Donc ça, c'est pas du tout tous les cancers, c'est les cancers mineurs. Hein. La plupart des cancers dont je vous ai parlé, poumons, sein, prostate, ils sont bien au-dessus, hein, bien au-dessus des 10 et des 6%. Hein. Donc là, on regarde juste les cancers à partir du numéro 7 ou 8, je crois. Donc c'est les cancers mineurs. On voit le lymphome non-Hodgkinien, qui est un cancer, quand on l'a, c'est casse-pied, hein, c'est un tueur, hein, comme beaucoup de cancers. Et effectivement, il a eu un pic de fréquence, et effectivement, on utilise plutôt moins, ou on fait plutôt plus gaffe maintenant, à ce qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides. Donc là, je pense que le lien, pour moi, même si ce n'est pas des preuves absolues, c'est des preuves suffisantes. Je pense que oui, le lymphome non-Hodgkinien doit être en partie lié aux pesticides, mais c'est le seul élément factuel que j'ai vu liant les pesticides au cancer chez ceux qui mangent des aliments. Ensuite, c'est évident que dans les Antilles, il y a un tiers des cancers de la prostate sont dus à la chlordécone. Hein. Je ne parle pas de ceux qui épandent les pesticides, je parle de ceux qui les mangent. J'ai fini pour le consommateur. On peut peut-être aussi compléter en rebouclant sur l'histoire de la viande bio-cancer, parce qu'en fait, cette étude, et comme les autres, il y en a très peu, hein, en fait, des études sur cancer et consommation d'aliments bio ou pas bio, elle est biaisée et donc complexifiée dans son interprétation par le fait que les consommateurs de bio, effectivement, sont CSP+, non-fumeurs, actifs, etc. Et
beaucoup plus parmi eux sont végétariens, on voit, ou flexitariens, mais en tout cas consomment beaucoup moins de viande. Donc c'est vrai que ça complique un petit peu de démêler tout ça. Et l'étude de Manuel Kess, qui a mené cette étude-là, ils ont fait récemment une compilation un peu pour boucler cette étude bionutriette. Et on voit bien que dans leurs conclusions, ils avouent pratiquement qu'ils n'ont pas réussi à dissocier cet effet bénéfique de consommer moins de viande avec celui potentiel de consommer plus de bio. Pardon, c'était ma remarque parce qu'on ne peut pas accepter les résultats d'une étude observationnelle où on demande si vous mangez bio ou pas. Parce qu'il n'y a pas eu de tirage au sort, les populations ne sont pas comparables. On ne peut pas les comparer. Oui, mais c'est la seule où on voit un effet. Il y en a eu deux autres. C'est te dire le nombre où on voit rien. Oui, il y avait eu deux autres études où on ne voyait pas. Parce qu'on veut démontrer quelque chose. Non, c'est pas le cas. Non, franchement. Donc il ne faut pas montrer d'études dans lesquelles il n'y a pas eu de tirage au sort. Par exemple, on compare des carottes et des navets, des populations qui ne sont pas les mêmes. Il y a des tas de ce qu'on appelle des facteurs confondus. Mais oui, on est d'accord. Bah oui, mais ça veut dire quoi là? On n'entend pas. Ouais, avant. Il y a quelqu'un avant qui est derrière. Une question pratico-pratique à Denis Corpès sur la recommandation numéro 2, qui est, je rappelle, on peut manger la charcuterie tant qu'on veut, à condition qu'on mange en même temps des yaourts. Mais ma question c'est, est-ce qu'il faut manger les yaourts en même temps que le saucisson, ou est-ce que c'est, disons, sur une semaine, on peut lisser tout ça sur... voilà. Alors, si on vient... D'abord, l'étude n'a pas été faite. On n'a pas fait un essai randomisé en donnant à des gens du saucisson, ça serait non éthique, on serait refusé par le CNPP, Comité de protection des personnes. On ne peut pas faire l'essai. Nous, on a fait des essais en donnant des jambons trafiqués à des volontaires, mais c'était 15 volontaires pendant 8 jours. On a eu du mal à avoir l'autorisation, parce que le jambon était considéré dans notre étude comme cancérigène. Donc, voilà, c'est pas si facile que ça. Mais cependant, il se trouve que c'est pratiquement un effet physique. Le calcium se lie à l'hème de façon quasi irréversible. Donc, il va piéger l'hème dans le bol alimentaire. Donc, ma réponse, même si je n'ai jamais testé chez l'homme, je reconnais, ma réponse c'est il faut le manger dans le même repas. Voilà. Mais, sans l'avoir prouvé. Sauf chez le rat. Une dernière intervention par Nicolas. Moi, je voudrais poser une question. J'y vais avant, Nicole. Non, c'est un petit complément par rapport à ce qu'a dit Michel, parce qu'il explore en fait la viande in vitro comme une alternative à l'usage de la viande classique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les investissements aujourd'hui dans l'industrie de la production d'aliments se font majoritairement sur 4 autres pistes très intéressantes à avoir en tête. Les légumineuses et les légumineuses texturées, bon, on reste dans l'agriculture, mais c'est surtout le très grand mouvement qui est porté par les GAFA et par les acteurs du numérique, qui investissent massivement dans 3 solutions de production de protéines industrielles non agricoles. Avec aujourd'hui un grand mouvement qui est porté notamment par Georges Monbiot, vous lisez son bouquin, qui propose la fin de l'agriculture pour nourrir l'humanité et qui dit demain, on est capable de produire de la protéine, des lipides. Alors les glucides, c'est pas très clair, mais au moins la protéine et des lipides à partir de bactéries fermentées, c'est déjà la Finlande qui s'est lancée là-dessus, d'algues, c'est Rocket, le grand fournisseur français de tous les ingrédients agroalimentaires, a misé depuis 15 ans sur la production de protéines et de lipides d'algues, et puis ce sont les levures. Et c'est intéressant parce qu'il monte, notamment depuis la Californie, mais ça arrive aujourd'hui en France. J'étais très étonné de voir que les 6 vainqueurs des start-up françaises du nord et de l'ouest de la France, nord et est de la France, qui ont gagné les prix de l'innovation alimentaire, sont toutes les 6 sur ces créneaux-là, et qui sont des productions de protéines hors sol, sans agriculture, et en disant c'est le meilleur moyen de réduire l'élevage qui fait beaucoup de prédation sur l'environnement, effet de serre, etc. C'est le meilleur moyen d'ensauvager le milieu, et donc sur un discours qui est très écolo. Et je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur quels sont les effets de ces consommations, déjà sur la santé. Alors moi je vois bien aussi la question du soja, par exemple, avec
hein, beaucoup de questions sur est-ce qu'on garde autant de soja dans les écoles quand on veut remplacer la viande par des protéines texturées. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ces protéines de bactéries, de levures et d'algues. Et je pense qu'il faut qu'on regarde ça. En fait, ce matin, je vous ai dit, la révolution dans le système alimentaire, elle n'est pas venue de l'intérieur du système, elle est venue de l'extérieur. Et pour moi, la révolution qui est en train de se jouer aussi, qui est celle des acteurs du numérique, elle vient dans la numérisation de l'agriculture, et elle vient par les investissements de ces acteurs, de ces mêmes acteurs, qui sont à la fois les défenseurs d'une alimentation sans agriculture assumée, des défenseurs du transhumanisme, et des défenseurs de la robotisation, de l'IA généralisée. Et ce sont les mêmes acteurs. Et ils sont en train de révolutionner le système alimentaire. En fait, ils nous arrivent dans le dos, et à mon avis, il faut qu'on se retourne et qu'on regarde. Nicole, une dernière question, je crois, et ensuite... Oui, non, moi je ne peux pas répondre, mais c'est intéressant ce que tu dis, Nicolas. Et peut-être que quand même la présentation de Michel rapproche vraiment directement et toutes les réflexions qu'il a avancées s'appliquent au plus grand sujet. Donc moi j'ai une question beaucoup plus pragmatique, mais je pense qu'il peut intéresser pas mal d'entre nous ici. Donc maintenant on voit dans le rayon charcuterie des jambons sans nitrite ajoutés. Et en fait, j'ai compris que c'est un petit peu une embrouille parce qu'ils ne sont pas ajoutés, mais qu'ils sont quand même là. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Alors, la plupart des charcuteries sans nitrite ajouté, on ajoute dans la viande, au moment où on injecte l'eau et le sel, hein, à la saumure, on ajoute du jus de céleri ou d'autres légumes. Le céleri, c'est un des mieux, parce qu'en plus, il a un goût qui n'est pas désagréable. Et le jus de céleri est très riche en nitrates. Voilà. Et ces nitrates, dans la charcuterie, pendant qu'on la fait maturer, il y a des microcoques, des petites bactéries qui sont des bonnes bactéries, qui vont transformer les nitrates en nitrites. Et donc, oui, la plupart de ces charcuteries contiennent des nitrites, une dose inférieure aux 150 ppm qui a été autorisée jusqu'au 3 octobre, je crois. Et 3 octobre, on passe à 85 ppm, donc on a diminué un peu la dose en Europe. Hein. Mais cependant, voilà, il y a des nitrites, il y a probablement les mêmes effets, peut-être un peu plus faibles que ceux que j'ai vus chez Mera et qu'on voit, je suppose, chez les gens. La dose est importante. La dose est très importante, oui, c'est pratiquement les 2/3 de la dose qu'on ajoutait dans du sel nitrité. Alors, il y a aussi des charcuteries qu'on fait en n'ajoutant rien du tout, et il suffit d'attendre plus longtemps. Il faut que ce soit plus sec. C'est par exemple ce qu'on fait à Parme, quand on fait du jambon de Parme. Dans certains jambons d'Aoste aussi, on fait ça. On met du sel, on a une atmosphère, on a un climat qui fait que le jambon sèche ni trop vite ni trop lentement. Et il arrive à être assez sec pour être complètement stable, sans aucun nitrite. Et donc, il n'y a pas de risque de botulisme. C'est aussi ce qu'on peut faire avec du jambon blanc. Il n'y a pas besoin d'être de nitrite. Si on accepte qu'il soit gris, eh bien, il suffit de le garder au frigo. Là, il n'y a pas de botulisme qui pousse dans les frigos, de Clostridium botulinum. Donc ça marche très bien, mais on n'aime pas trop le jambon gris. Donc il y a des charcutiers aussi qui cherchent des solutions pour que le jambon soit rose, sans mettre du tout de nitrite, ni de jus végétal contenant des nitrates. Merci beaucoup.